Bonjour, bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va attendre 1 à 2 minutes que le nombre de spectateurs, spectatrices augmente et on va pouvoir commencer ce webinaire qui est dédié à l'innovation agricole et à l'inclusion. C'est super, on voit pas mal de gens qui arrivent. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler agriculture, pour parler levier stratégique et pour parler inclusion. Chez Willa, on est un incubateur qui accueille des entrepreneurs, des femmes qui ont des projets multisectoriels dans tous les secteurs d'activité et qui veulent monter une start-up. On a développé depuis quelques années des programmes thématiques d'accompagnement pour accompagner et aider le développement de sociétés dans des secteurs d'activité où il y avait encore moins de femmes. Aujourd'hui, si on peut compter une CEO sur 10 dans les secteurs d'activité généralistes, il y en a encore moins lorsqu'il s'agit de la tech. Et du coup, lorsqu'on combine agriculture et tech, on se retrouve avec un manque criant de femmes. C'est pourquoi on s'est associé avec McDonald's, représenté aujourd'hui par Delphine, pour monter un programme et accompagner 5 femmes, 5 start-upeuses qui vont pouvoir, si elles composent aussi, si la start-up est composée par une équipe mixte, on l'accueille également, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est la diversité et la mixité dans l'innovation. Et ces 5 start-up vont pouvoir être accompagnées pendant 6 mois par Willa, par des experts de Willa, par l'écosystème aussi, avec des événements qui seront organisés. Et là, c'est du petit teasing avec Mimosa, mais également AgroParisTech, et donc, bien entendu, notre partenaire McDonald's. Et ça leur permettra d'évoluer et de pouvoir par la suite développer leur activité et rejoindre peut-être des incubateurs spécialisés dans l'agritech ou l'agtech. Aujourd'hui, il nous a semblé essentiel de parler de ces nouvelles technologies qui sont au service d'un monde agricole plus performant, plus inclusif et plus respectueux de la planète. On a voulu aborder 3 thématiques. Donc, l'agriculture, qui est motrice d'innovation depuis la nuit des temps, évaluer un petit peu quel est l'état de l'art des innovations aujourd'hui et pourquoi l'agriculture est le fer de lance des innovations. Puis, on parlera également de l'agritech comme vecteur de meilleure performance, d'un meilleur impact pour l'environnement, pour la société, au travers notamment de l'agriculture de précision, de la mutualisation des équipements et de la lutte contre le réchauffement climatique et aussi pour une meilleure société et une meilleure répartition des produits alimentaires. L'agritech, c'est aussi un levier d'émancipation des femmes et on voulait en parler chez Willa parce que ça nous concerne toutes et tous et parce qu'on travaille au quotidien à émanciper les femmes au travers de l'entrepreneuriat et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes agricultrices grâce aux nouveaux outils, grâce à des secteurs qui se créent et grâce à un renouvellement des générations. Et on aimerait bien justement qu'il y ait beaucoup plus de fondatrices en agritech. Pour échanger avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Carton, qui est responsable du Farm Lab InLab, la ferme expérimentale de AgroParisTech, donc qui représente les acteurs essentiels de l'agritech, école, enseignement, recherche, ainsi que les structures d'accompagnement. Merci beaucoup, Sophie, d'être là. Bonjour. Delphine Smag, j'espère que j'écorche pas ton nom de famille, donc qui est senior vice-président achat, qualité, développement durable et communication chez McDonald's et du coup qui représente les grands groupes alimentaires qui jouent un rôle essentiel dans le secteur pour qu'évolue la société. Et Sophie Cucheval, qui est directrice des opérations chez Mimosa et qui intervient auprès des nouvelles générations de startups et des collectifs qui œuvrent pour une agriculture par le digital notamment. Merci à toutes les 3 d'être là. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, comme on le disait sur la première thématique, on voulait aborder le fait que l'agriculture a toujours été un acteur, une actrice principale de nos sociétés, qu'elle est également motrice sur le secteur de l'innovation depuis la nuit des temps et que quand on produit mieux pour une population chaque jour qui est plus nombreuse, on permet d'améliorer les conditions de tous.
Donc, du coup, pour commencer, je voulais poser une question à Sophie Carton. Donc, je vais utiliser les noms de famille puisqu'on accueille deux Sophie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle l'innovation pour toi dans le monde agricole et quelle place peut prendre la tech dans ces innovations? Oui, alors merci de m'avoir invité. Donc en effet, comme tu disais dans l'introduction, hein, l'innovation agricole, c'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui, pardon, c'est une affaire qui date d'il y a très très longtemps, hein. Depuis l'avènement de l'agriculture, il y a plus de 10 000 ans, les agriculteurs n'ont cessé d'innover dans leurs pratiques, dans les machines qu'ils utilisent, les intrants, etc. Et disons que si on veut s'attarder sur ce qu'est l'innovation agricole, j'ai envie de plus de m'attarder sur ce qu'elle est dans l'histoire la plus récente. Et en fait, on peut finalement revenir finalement aux révolutions agricoles du 19e et du 20e siècle, avec la mécanisation agricole et l'utilisation des énergies fossiles qui est intervenue au 19e siècle. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement important et qui a vraiment accéléré l'amélioration de la productivité agricole. Et puis, je pense qu'il y a un événement majeur pour l'agriculture, ça a été au début du XXe siècle, la mise au point du procédé Haber-Bosch qui a permis la fabrication des engrais et donc vraiment une amélioration significative des rendements en agriculture à partir de là. Et puis bien sûr, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui a concerné l'amélioration du machinisme, le développement du machinisme, de la chimie, l'amélioration des intrants, les engrais, la protection phyto, qui a vraiment accéléré, vraiment boosté l'innovation en agriculture. Du coup, l'innovation agricole, on voit, elle est multiple, elle est historique, elle est très importante, elle est très dynamique et il y a plusieurs finalement types d'innovation qui existent. Et bien sûr, la technologie de pointe, donc on parle de la tech, mais les technologies de pointe, que ce soit l'amélioration génétique, le machinisme, toutes les technologies de l'information et de la communication ont bien sûr tout à fait leur rôle à jouer là-dedans et l'ont déjà joué à travers l'histoire, comme on l'a dit. Merci beaucoup Sophie. Donc, tu parles de technicité, de technologie et on le voit bien que ça a un impact clair sur l'évolution des pratiques agricoles. La FAO précise que toutes les innovations agricoles ne sont pas forcément technologiques. Alors, du coup, Sophie, toi qui accompagnes aussi des innovations qui ne sont pas forcément technologiques, qui peuvent être numériques, mais qui sont aussi dans d'autres disciplines qui comptent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces disciplines qui veulent aussi révolutionner un peu le monde agricole? Oui, tout à fait. Merci Sarah. Effectivement, chez Mimosa, donc, qui est une plateforme, je me permets de le préciser, qui est une plateforme de financement dédiée à la transition agricole et alimentaire. On accompagne un certain nombre de projets, dont certains, effectivement, sont des innovations d'ordre technologique, mais d'autres qui ne le sont pas. Je pense notamment à peut-être deux exemples. Un premier exemple, c'est on accompagne beaucoup de projets qui vont faire évoluer plutôt les pratiques agricoles autour de l'agronomie, par exemple la transition agroécologique, qui n'est pas une innovation technologique en soi, mais qui nécessite néanmoins un degré d'expertise technique très important. Je pense également à toute l'innovation qu'il va y avoir autour de la gestion de l'exploitation, qui n'est pas d'ordre technologique non plus. Nous, on accompagne des personnes qui vont innover sur le financement de l'exploitation, des agricultrices, des agriculteurs qui vont chercher à diversifier leurs risques et donc à diversifier leurs sources de financement et qui vont faire appel à la foule, par exemple, pour financer des projets portés par l'exploitation, notamment pour sécuriser leur développement commercial, par exemple. Et là, c'est très innovant en termes de gestion de l'exploitation, quand on a une agricultrice, un agriculteur qui va transformer sur la ferme pour vendre au circuit court, sa collecte de financement participatif, donc en parallèle, hein, par exemple d'un crédit bancaire, va lui permettre de développer également sa clientèle et d'accéder à un nouveau type de clientèle. Et puis, dernière chose qu'on peut peut-être ajouter là-dessus et qu'on voit beaucoup sur Mimosa et qu'on voit beaucoup de manière générale, hein, je rappelle aujourd'hui qu'on a quasi un agriculteur, une agricultrice donc sur deux qui a au moins une autre activité que l'activité de production agricole, qui a une activité non agricole dans son business model. Et donc, en fait, on voit des nouveaux business models à la ferme. Je pense par exemple à la production d'énergie renouvelable, la méthanisation ou le photovoltaïque, le stockage de carbone avec tout le marché des crédits carbone aujourd'hui, l'agritourisme ou encore, j'en parlais un petit peu, mais la diversification. Donc, on a aujourd'hui de plus en plus de fermes qui vont transformer à la ferme et voire vendre à la ferme.
Et donc voilà, tout ça fait que on n'est pas forcément uniquement sur des innovations technologiques, mais qu'on peut compter sur la capacité d'innovation des agricultrices, agriculteurs qui ont plutôt une fibre entrepreneuriale pour finalement innover sur voilà, d'autres aspects que ces aspects technologiques. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que tu veux compléter un petit peu, Sophie, la seconde Sophie, sur cet aspect innovation et notamment les innovations systémiques? Oui, bah alors c'est un peu ce que disait Sophie sur la partie agroécologie, mais en effet, on a des innovations techniques ou technologiques, mais il y a aussi une innovation dans la meilleure combinaison possible de techniques, de pratiques qui peuvent individuellement être innovantes, mais en plus de ça, la combinaison de ces pratiques peut, en elle-même, être innovante. Et bon, par exemple, c'est ce qu'on, donc, à la ferme de Grignon, on teste par exemple des systèmes de culture innovants. Donc, c'est un ensemble, une combinaison de pratiques à l'échelle d'une parcelle qui, ensemble, voilà, forment un corpus innovant et permet de répondre à certaines problématiques. Par exemple, un système de culture bas carbone ou un système de culture en agriculture régénérative ou agroécologie. Enfin, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut tester. Ça peut aussi être des combinaisons de pratiques à l'échelle des exploitations agricoles. Et puis, je pense aussi à des innovations d'ordre organisationnel ou de collaboration entre agriculteurs. Tu parlais en introduction d'échanges de matériel ou aussi de gestion commune de parcelles, par exemple. C'est des choses qui se voient et qui émergent et se développent. On voit que ça bouge beaucoup du coup dans l'agriculture et notamment on considère que l'un des enjeux principaux, c'est comment on va nourrir les 10 milliards d'êtres humains qui vous seront sur Terre en 2050, mais pas que, puisqu'il y a des questions d'impact. Je sais que Delphine, tu reviens tout juste de la COP26 et donc il y a vraiment des sujets sur la partie à la fois environnementale et également sociétale. Et l'AgTech, toutes les technologies qui se créent permettent justement d'avoir des déclinaisons différentes de réponses à ces enjeux environnementaux et ces enjeux sociétaux. Donc, on peut avoir du suivi météo en temps réel, de l'assistance par les robots pour désherber les champs, des technologies de pointe qui permettent la gestion de l'eau sur les parcelles. On a vraiment beaucoup d'évolutions et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 79% des agriculteurs français qui utilisent Internet. Donc, beaucoup de personnes vont être amenées à utiliser l'AgTech. Et j'aimerais du coup poser une question assez basique, mais pour aussi bien recentrer le débat. Comment ça se matérialise l'agritech et comment vous la définiriez? Peut-être Sophie Carton pour y répondre en premier. Oui, alors bon, là-dessus, en fait, je peux répondre peut-être par rapport aux innovations et aux startups et aux entreprises qu'on accompagne dans le Farminab, donc à la ferme expérimentale d'AgroParisTech. Donc, ces innovations, cette agritech est multiple, hein. Par exemple, donc on a des robots, par exemple des robots en élevage qui permettent de racler le lisier et qui sont commandés donc par une centrale pour voilà des robots intelligents. On utilise beaucoup de technologies de l'information, et notamment au niveau des tracteurs et pour les cultures, pour le pilotage des tracteurs, avec l'utilisation de données satellites et de données GPS pour donc faciliter la conduite des engins et faire de la pulvérisation intelligente sur les plantes. On utilise aussi des caméras intelligentes dans les tables. On a également, enfin, on teste aussi des additifs dans l'alimentation animale pour soit améliorer les aspects de production ou diminuer les émissions de méthane entérique des vaches laitières. On a également des additifs dans les engrais ou dans les engrais minéraux ou dans les engrais organiques pour diminuer soit les émissions d'ammoniac ou les émissions de protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Voilà, donc un panel assez large et un peu divers de ce qu'on peut faire. Et oui, on fait aussi, on parlait de production d'énergie, donc c'est aussi un champ qu'on a aussi un peu investigué, puisqu'on a une unité de méthanisation passive qu'on a testé donc sur l'exploitation avec une start-up à l'époque.
Ce que tu sembles nous dire, c'est finalement l'agritech, c'est énormément d'innovations qui peuvent prendre part à la fois dans l'environnement, qui peuvent être techniques, technologiques, qui peuvent être pour les semences, qui peuvent vraiment refléter l'ensemble du schéma de production. Sophie, est-ce que vous, chez Mimosa, vous avez une définition particulière parce que vous accompagnez et financez également des projets? Ouais, tout à fait. Bah, moi, j'ai coutume de dire qu'il y a deux grandes familles dans la tech, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sophie, hein. Il y a un peu l'agriculture de précision autour des capteurs, des objets connectés, de la robotique, de l'imagerie aérienne, du big data, des outils d'aide à la décision. Et puis, on va avoir tout ce qui va être plutôt plateformisation de l'agriculture avec la mise en relation des agriculteurs, soit entre eux, soit avec l'amont, soit avec donc l'amont de la filière, soit avec l'aval, les consommateurs. Et nous, alors on le voit, on a un pied en fait dans l'agritech ou l'agtech, à la fois de par les projets qu'on peut accompagner, mais surtout peut-être par l'association La Ferme Digitale que Mimosa a confondée il y a quelques années et qui réunit aujourd'hui quasi 70 startups de l'agtech et 1000 collaborateurs à peu près en tout. Et peut-être que c'est ça finalement, je trouve une des matérialisations de l'agtech aujourd'hui en France, c'est aussi cette dynamique-là qui s'est créée. Et peut-être que d'ailleurs, j'aurais pas eu le même discours il y a encore quelques années, puisqu'il y a encore quelques années, on se désolait un petit peu finalement du peu de fonds qui étaient levés par les startups de l'agtech en France. Et aujourd'hui, l'année dernière, on était à 570 millions d'euros levés par les startups de l'agtech en France. Ce qui fait de la France, alors ça dépend si on prend le Royaume-Uni ou pas, mais C'est ce le que j'allais leader dire, ouais. européen. Ça dépend, on est premier ou on est deuxième. Tout dépend comment on veut le dire. Mais du coup, il y a des enjeux encore, hein. Il y a des enjeux. Alors, on parlait, hein, les agriculteurs sont ultra connectés et ça, on le sait. Il y a quand même des enjeux d'adoption des solutions de l'agtech par les agriculteurs et donc de pénétration de l'agtech d'un point de vue marché. Et puis, il y a des enjeux de financement de ces solutions, hein, aussi de proposer des solutions qui soient françaises aussi et qu'on soit maître aussi de la data, de la donnée qu'on va utiliser utiliser dans ce cadre-là. Mais en tout cas, c'est vrai que de par les projets et surtout de par cette dynamique de la ferme portée par la ferme digitale, on voit qu'il y a, voilà, que c'est un secteur qui se porte bien. Peut-être dernier exemple que je citerai, c'est le lancement par le gouvernement de la French Agritech. Le gouvernement qui a mis 200 millions d'euros sur la table sur 5 ans et qui a confié à la ferme digitale également une mission, hein, d'état des lieux des besoins de structuration de la filière agtech, foodtech en France. C'est super et on espère que vous allez revenir avec plein d'informations et de sujets à traiter. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et je lisais qu'on était aussi cinquième du coup au niveau mondial sur l'agtech, notamment dans les levées de fonds. Donc c'est quand même intéressant et on voit que le secteur est en pleine effervescence. Delphine, pour vous, McDonald's, vous avez accompagné les filières depuis plus de 10 ans. Quelles sont les grandes innovations que vous avez vues s'installer et que vous avez aidé à faire progresser? Alors moi, effectivement, je vais pouvoir vous donner un éclairage, je dirais, de l'aval, hein, des filières. Et c'est vrai que les innovations agricoles ont beaucoup joué ces dernières années notamment, et elles continueront encore de jouer dans notre stratégie agroécologique. Alors c'est vrai que suite à notre premier bilan carbone, il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, on a lancé une stratégie agroécologique avec l'ensemble des filières, et pour pouvoir justement, je dirais, changer les cahiers des charges agricoles avec nos partenaires agricoles, on a revu, on a essayé d'identifier l'ensemble des bonnes pratiques qui existaient. Alors certaines étaient déjà, oui, existantes, étaient dans des cartons, et je dirais, notre rôle a consisté, encore une fois, avec l'ensemble des maillons des filières, de tester à grande échelle, d'objectiver et de déployer. Mais il y a eu aussi beaucoup d'innovations dans ces 15 dernières années pour justement essayer je dirais, de faire évoluer les cahiers des charges, hein, que ce soit sur le bien-être animal, que ce soit sur la biodiversité ou encore les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça a pris une place importante. Et d'ailleurs, on a toujours aujourd'hui 70 bonnes pratiques qui ont été testées et qui sont en cours de déploiement, hein, actuellement. 40 nouvelles sont toujours en test, et on retrouve beaucoup d'innovations dans ces pratiques que l'on met finalement dans ces 80. On a 80 fermes et parcelles de référence qui testent justement ces innovations. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément important qui nous a conduit toutes ces années, c'est d'avoir justement des expérimentations de ces innovations à grande échelle, avec un besoin aussi d'objectiver les choses. Je pense que l'innovation a besoin à un moment donné, une fois mis en place dans des fermes pilotes,
c'est d'être objectivé, d'être testé, de mettre en place des indicateurs pour déjà vérifier que l'impact positif sur l'environnement, si on prend des innovations à but environnemental, je dirais, cet impact sont vraiment mesurés et soient positifs sur l'environnement, mais aussi prendre en compte toutes les externalités liées à cette innovation, à savoir les impacts sociaux, économiques, techniques aussi sur les exploitations agricoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui est, je dirais, garant du déploiement finalement des innovations qu'on peut tester. Alors voilà quelques exemples. On a effectivement contribué à la création de Cap de Zère dans la filière bovine, qui a servi, je dirais, à mesurer les émissions de gaz à effet de serre de cette filière-là et à promouvoir des bonnes pratiques. Un outil Boviwell aussi, qui est plus sur le bien-être animal. Voilà, il y a eu des tas d'innovations qui ont été réalisées dans la filière pomme de terre ou la filière blé pour, bien sûr, limiter les intrants. Et ce n'est pas fini, on continue dans cette voie-là, puisque nous nous sommes engagés à un objectif de réduction des gaz à effet de serre de moins 35% d'ici 2030. Donc, au-delà des bonnes pratiques, on sent bien que le saut technologique va être indispensable pour pouvoir justement opérer cette transition écologique. C'est en ça que les agritech sont extrêmement utiles pour nous, pour pouvoir justement faire cette transition écologique avec cet objectif très, très précis. Donc voilà, on est vraiment sur deux niveaux, la réduction et l'évitement des émissions de gaz à effet de serre, et là on retrouve beaucoup de bonnes pratiques, mais on va aussi beaucoup vers les innovations, et notamment vers la séquestration du carbone. Et là, je pense aussi que l'innovation et les agritech vont jouer un grand rôle dans les années à venir, parce que tout ce qui est préservation des sols, agroforesterie par exemple, donc tout ce qui vise à séquestrer le carbone, aura aussi une place très importante à jouer dans l'agriculture de demain. Merci beaucoup Delphine. Je vois que tu commençais à parler justement des besoins actuels qu'on a dans le monde agricole, mais qu'on a également dans la société, de réduction des gaz à effet de serre, d'émissions bas carbone, de finalement travailler à avoir une énergie qui est plus durable et respecter l'environnement qui nous entoure. Et donc, du coup, ça m'amène à cette question à laquelle tu répondais un petit peu au travers justement des nouvelles technologies qui permettent ces effets-là de réduction des gaz à effet de serre. Quels sont les besoins aujourd'hui du monde agricole auxquels l'agritech et les nouvelles technologies répondent, qu'on ne pourrait pas forcément développer sans justement l'aide de ces technologies, ou pas aussi vite dans un moment où finalement on est à cette transition, où on est à une fracture qui fait qu'on a besoin de la technique pour aller plus vite et pour répondre à ces enjeux environnementaux et sociaux. Est-ce que Sophie, Sophie Carton, tu veux répondre à cette question? Oui, alors en effet, donc il y a en effet tous ces aspects environnementaux, enfin, réponse à ces enjeux environnementaux. Je parlais tout à l'heure des solutions satellites et des solutions de pilotage qui ont deux objectifs en fin de compte, enfin qui ont répondent à deux besoins simultanément. Le premier, ça reste celui pour l'agriculteur de faciliter son travail, parce qu'on a quand même au-delà des aspects environnementaux, une vraie problématique à laquelle répondent aujourd'hui les agtech, qui est celle du confort de travail et de la qualité de vie des agriculteurs. Et bon, il faut pas se mentir, c'est quand même la première raison pour laquelle les agriculteurs se tournent vers ce type de solution en général. Pour ça, je dis ça en m'appuyant sur certaines études, notamment menées par l'Institut d'élevage, qui montraient que par exemple, l'utilisation de la donnée en élevage était principalement motivée par des raisons de confort de travail et de qualité de vie. Mais en même temps, cet agtech permet de répondre à une demande sociétale et à des enjeux environnementaux, par exemple, en réduisant l'utilisation d'intrants, en évitant, par exemple, grâce au pilotage du tracteur, de passer double dose sur certaines parties de la parcelle, en engrais ou en produits phytosanitaires, par exemple. Et puis ensuite, on a également des enjeux de technicité, d'amélioration de la productivité, finalement de l'efficience des intrants, qui est permise par ce type de solutions technologiques.
Donc ça, c'est pour les cultures, mais c'est valable également pour l'élevage, l'alimentation de précision qui permet à la fois de moins gâcher d'intrants et donc c'est bon pour l'environnement, mais c'est également bon sur le plan de la productivité et éventuellement aussi sur le plan du confort de travail puisque on soulage l'agriculteur d'une certaine partie, enfin une bonne partie de travail, d'observation, d'astreinte et donc ça lui facilite son travail, quoi. Donc il y a vraiment ces aspects-là à la fois environnement, bien-être de l'éleveur ou de l'agriculteur, confort de travail, qualité de vie et aussi possibilité pour les agriculteurs de passer davantage de temps en famille, tout simplement, quoi, qui sont aussi des enjeux vraiment majeurs aujourd'hui dans une société où finalement on aspire aussi à avoir une meilleure Répartition. et une répartition entre le temps de travail professionnel et le temps passé en famille. Oui, parce qu'on a tendance aussi à oublier qu'il y a quand même de moins en moins d'agriculteurs quand on n'est pas forcément dans le domaine. C'est quelque chose qu'on n'entend pas toujours, mais il y a de moins en moins d'agriculteurs. C'est un métier qui est difficile. Et l'un des enjeux principaux, c'est aussi de permettre une baisse de la pénibilité des tâches du fait de l'agriculture de précision. Donc, on pourrait dire qu'une bonne solution AgriTech, c'est une solution qui permet une meilleure productivité en baissant la pénibilité et du coup, tout en respectant l'environnement ou en tout cas en permettant d'avoir moins de frais ou d'avoir moins de consommation énergétique comme ça peut être le cas sur les solutions actuelles. Du coup, effectivement, on parle de ces enjeux-là. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir votre retour sur un sujet qui est important et qui touche toutes les solutions technologiques. C'est donc la data. La donnée, on voit qu'il y a de plus en plus de flux de données aujourd'hui dans le monde. L'AgTech n'est pas du tout épargnée par ça. Et les solutions, en fait, utilisent de plus en plus de données pour faire justement de la prévision et ça peut aider, la prévision météorologique peut aider justement les agriculteurs, mais ça peut être sur plein d'autres sujets qu'on utilise la donnée. Du coup, la donnée, comme elle est primordiale pour accéder à l'innovation, aujourd'hui, quels sont les enjeux en matière de données, en matière de gestion de la donnée, d'appropriation de la donnée, mais aussi de clarté de la donnée, parce que je sais que quand on préparait ce webinaire, ce que tu disais, Sophie, c'était qu'il y avait aussi des difficultés dans le tri de la data. Oui, oui, en effet. Bon, alors pour moi, sur le plan vraiment très pratique à l'échelle d'une exploitation, hein, il existe aujourd'hui beaucoup de solutions de captation de données finalement. Hein. L'AgTech fournit un nombre impressionnant de solutions, de capteurs, d'imagerie aussi. Et donc les données sont là. Hein. Les données ne sont pas finalement si difficiles que ça à obtenir aujourd'hui, mais elles sont en masse et elles sont extrêmement complexes. Et finalement, il y a un énorme enjeu autour de la détection de la donnée qui n'est pas pertinente, de la détection de la donnée qui est anormale et de la traduction de cette donnée dans une décision, une proposition de décision opérationnelle à mettre en place sur la ferme. Et donc, il y a vraiment besoin d'intelligence derrière la donnée. La donnée en tant que telle, elle n'est rien. Mais il faut vraiment mettre de l'intelligence derrière, d'où l'importance finalement du travail peut-être des porteurs d'innovation qui vont justement arriver à mettre de l'intelligence derrière cette donnée. Voilà. Et puis, par contre, il y a aussi un enjeu, c'est que une fois qu'on a mis donc la donnée, l'intelligence derrière, un enjeu autour du fait que l'agriculteur, celui qui va utiliser le résultat de l'innovation, par exemple, il doit garder un esprit critique hein, sur cette donnée, il ne doit pas perdre le savoir-faire, donc il y a aussi quelque chose autour de ça. Et puis en effet, un enjeu autour de la propriété de la donnée et du partage de la valeur de la donnée. Parce que la donnée en tant que telle, quand elle est individuelle, elle ne vaut pas grand-chose. Bon, elle permet de donner, de produire une proposition de décision, d'action, disons, quand elle est passée à travers le filtre d'un outil ou d'un logiciel. Mais ensuite, quand elle est amassée, associée à plein d'autres données, elle devient très, très... ça vaut de l'or, puisque une donnée... plein de données ensemble permettent éventuellement de faire des statistiques,
de produire, peuvent avoir une valeur extrêmement forte pour des utilisateurs qui n'ont absolument rien à voir avec l'agriculteur. Et donc là, pour le coup, il y a une vraie question autour du partage de la valeur de la donnée. Au bout du compte, est-ce que l'agriculteur retrouve, lui, sa part de la valeur? Donc il y a ce deuxième enjeu. Puis il y a peut-être aussi un enjeu un enjeu quand même important autour de la traçabilité. La donnée aujourd'hui, elle est utilisée réglementairement, hein, pour la traçabilité des produits et elle peut aussi être utilisée pour certains cahiers des charges, par exemple. Donc il y a aussi cet enjeu de traçabilité qui est important de mentionner. Merci beaucoup. Est-ce que Sophie, je sais qu'on avait échangé aussi en partie sur la data et notamment parce que vous accompagnez aussi pas mal de projets qui font usage de la donnée. Est-ce que tu as un avis à donner aussi sur cette partie enjeu? Alors je pense que je suis totalement d'accord avec Sophie et que je ne Ouais. dirai rien de plus qu'elle. Par contre, si tu me donnes la parole, Sarah, je complète juste sur, ce qu'on disait juste avant, sur les enjeux de l'agritech. Je pense qu'au-delà, on parlait de productivité, de confort de vie et d'environnement et alors sans prêcher pour ma paroisse, je pense qu'il y a un autre enjeu, qu'on peut ajouter, c'est vraiment l'enjeu de connexion, auprès du citoyen qui demande et ça lie aussi les choses avec la donnée, qui demande de plus en plus de transparence, et de traçabilité justement sur sa consommation et ça, je pense que c'est pas un enjeu qu'il faut oublier parce que quand on parlait également de renouvellement des générations et du problème des vocations dans l'agriculture, je pense que si on arrive aussi à mieux connecter le citoyen aux enjeux de la production agricole et aux enjeux que rencontrent les agriculteurs, on aura aussi avancé. Et donc là-dessus, voilà, je pense à des solutions AgTech sur la logistique, sur les circuits courts. Je pense à quelques startups de la ferme digitale, hein, comme Promus, comme Socléo, comme A2Pas d'ici, ou de la connexion citoyenne. Donc vraiment des plateformes qui vont mettre en relation directe des consommateurs avec des agriculteurs. Voilà, plutôt sur cette précédente question. Merci beaucoup, merci beaucoup pour le complément. Donc, on voit bien que les enjeux, en fait, se répondent quand même beaucoup entre eux et que la data, c'est à la fois un enjeu de qualifier la donnée, mais aussi un enjeu de transparence qui revient aussi à une logique de compréhension du monde et de comment, en fait, le monde va évoluer et comment on va faire en sorte, justement, de tous participer à cette transition écologique et agricole. Et c'est aussi pour ça que c'est vraiment important d'avoir des solutions AgTech qui participent et qui ouvrent aux citoyens cette information pour leur permettre d'être pleinement conscients et aussi acteurs des changements de demain. On voit, et tu en parlais justement, qu'il y a un changement quand même générationnel qui se fait au sein de l'agriculture, qu'il y a des évolutions de pratiques. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui deviennent agriculture. Elles sont à peu près 33% à rentrer dans le secteur agricole par an. Et aujourd'hui, alors si je ne me trompe pas, elles sont 107 000 chefs d'exploitation, donc ce qui donne 24,3% de femmes. Et donc, une question qu'on se posait justement, c'est est-ce que du fait de ces évolutions technologiques et aussi des mutations générationnelles, les femmes, elles participent de plus en plus à ce renouveau du travail agricole. Et est-ce que vous pensez que l'agritech a joué un rôle dans la féminisation progressive, hein, parce qu'on n'y est pas du tout encore, de la filière en France? Est-ce que, Sophie, vous avez vu un petit peu des évolutions chez AgroParisTech notamment? Oui, alors peut-être sur cette question-là, et je reviendrai peut-être après sur AgroParisTech en tout cas, mais c'est vrai que donc les femmes en fait dans l'agriculture, hein, en réalité elles y sont depuis toujours, hein, sauf que avant elles n'étaient pas visibles. Et donc le principal, enfin vraiment la force vraiment en dessous de tout ça, de cette apparition finalement des femmes, ce développement de la place des femmes dans l'agriculture, c'est surtout à la base une évolution réglementaire, statutaire et de place, disons, enfin oui, la reconnaissance finalement de la place des femmes qui a toujours été comme ça, enfin,
a toujours existé dans l'agriculture. Même si aujourd'hui, voilà, il existe encore des femmes qui ne sont pas reconnues, des femmes, des exploitants, par exemple, qui travaillent toujours dans la ferme mais n'ont pas de statut, ou alors qui travaillent à côté pour avoir un revenu complémentaire et puis qui aident quand même dans l'exploitation agricole, mais qui ne sont pas reconnus dans les chiffres. Voilà. Bon, c'est minoritaire par rapport à ce que c'était il y a 100 ans, mais ça existe encore. Et donc, voilà, il y a ce mouvement de fond qui est une évolution sociétale et sociale qui explique la place des femmes. Après, sur la partie plus tech, je vais peut-être laisser la parole à l'autre, Sophie, du coup, qui pourra peut-être compléter là-dessus. Oui, et Sophie, tu disais Ouais, quelque chose d'assez intéressant quand on préparait les questions, justement, sur le fait qu'à Mimosa, vous aviez beaucoup de femmes qui étaient accompagnées, mais parce que c'était justement qu'elles s'occupaient de la partie administrative, et je trouvais ça intéressant. Complètement, ouais, les femmes sont surreprésentées chez Mimosa, puisque nous, c'est à peu près 50% des porteurs de projets qu'on accompagne, donc qui sont des porteuses de projets. Et effectivement, je ne sais pas si c'est pour les bonnes raisons, puisque, alors, je ne prétends pas avoir encore tout à fait compris le pourquoi, mais en tout cas, quand on a essayé d'identifier les causes, on avait 2 raisons principales qui étaient évoquées par ces femmes. La première, c'est qu'effectivement, elles vont avoir sur l'exploitation, quand elles sont en couple, la charge de l'administratif, de la communication, par exemple, et donc de la collecte Mimosa. Et sinon, elles vont plus s'autocensurer par rapport à des solutions de financement traditionnelles, classiques, notamment le prêt bancaire, et donc être plus à l'affût de solutions alternatives, autres, pour financer leurs projets. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est finalement tout à fait positif le constat qu'on fait, mais effectivement, elles sont nombreuses à être sur Mimosa. Et peut-être pour répondre à ta question, du coup, Sarah, alors oui, t'en parlais, hein, il manque. Alors, il y a un attrait, même si on est loin encore des vocations qu'il faudrait avoir dans le monde agricole. Et après, pour moi, ça peut prendre aussi sa source dans la revalorisation aussi de l'agriculture et de son rôle dans la société. On sait aujourd'hui que finalement, l'agriculture est une des solutions qu'on peut apporter aux grands enjeux du 21e siècle. Quand on parle de climat, d'environnement, d'alimentation, de santé, d'énergie, finalement, la transition agricole est la réponse qu'on peut apporter. Et pour moi, du coup, c'est peut-être une manière aussi d'expliquer peut-être qu'il y ait plus de femmes qui s'engagent, parce qu'on sait que traditionnellement, les femmes sont surreprésentées dans l'économie sociale et solidaire, dans le secteur associatif, dans les solutions qui peuvent être apportées. Et donc, finalement, quand on parle de l'agriculture par ce prisme-là et par ce biais-là, et c'est pas juste moi qui en parle, hein, c'est quelque chose qui est reconnu, hein, quand on regarde les objectifs de développement durable de l'ONU, les ODD, l'agriculture est le secteur qui rejoint le plus des ODD. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture est pilote ou copilote, je crois que c'est 11, de 11 sur 17 ODD. Donc, c'est juste dingue, hein, la place que peut prendre l'agriculture pour répondre à ça. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une manière de parler différemment de cette agriculture et du rôle qu'elle peut avoir. Et après, sur effectivement l'agritech a un rôle à jouer là-dedans, parce que Sophie l'évoquait, hein, mais il y a une facilité d'utilisation des équipements, il y a une pénibilité qui est réduite, il y a une gestion d'exploitation qui est peut-être facilitée, qui laisse un équilibre vie perso, vie pro, donc qui est peut-être plus simple, même si, encore une fois, avec des pincettes, parce qu'on reste sur une profession qui travaille plus que tout le monde pour un salaire moindre, hein. Mais voilà, il y a quand même des choses qui permettent peut-être aux femmes de prendre une part plus importante dans l'agriculture. Merci beaucoup. On voit du coup que l'émancipation des femmes et le fait de leur permettre de prendre une vraie place dans le secteur agricole et dans l'agriculture, c'est une affaire de toutes et de tous. Et du coup, Delphine, est-ce que tu pourrais nous préciser les mesures que vous avez prises, vous, et ce que vous faites justement pour maintenir cet équilibre-là et justement participer tout simplement à l'émancipation des femmes agricultrices? Oui, effectivement, il y a comme on le disait, il y a une évolution sociétale, je pense, qui s'opère, hein, que ce soit dans pas mal de domaines et notamment dans l'agriculture. Donc, c'est vrai maintenant, on a besoin finalement de susciter aussi des vocations. Donc, nous, on a un programme Jeunes agriculteurs qui est en place depuis plus de 6 ans maintenant, jeunes agriculteurs et jeunes agricultrices, et on recherche aussi beaucoup de jeunes agricultrices. C'est vrai que jusqu'à présent, sur des promotions de 20-25, on avait 1-2 agricultrices, pas plus. Donc, c'est vrai qu'on
on essaye de communiquer beaucoup pour que des jeunes agricultrices rejoignent ce programme-là, hein, qui permet de les accompagner pendant 1 an pour donner, je dirais, des informations complémentaires que nous, de par l'expérience de McDonald's dans la contractualisation, par exemple, dans l'agroécologie, donc il y a un programme, je dirais, d'information, un coup de pouce à l'agroécologie et puis un contrat de 4 ans si le cahier des charges, je dirais, correspond à nos attentes. Donc, ça donne un vrai coup de pouce. Donc, on a besoin aussi de jeunes agricultrices qui rentrent dans ce programme Jeunes agriculteurs. Donc, on essaie de promouvoir, je dirais, ce programme-là auprès des jeunes agricultrices. On valorise aussi beaucoup les agricultrices dans nos communications autour de l'agriculture, justement, pareil, je pense que les rôles modèles, c'est quelque chose qui est très important. Donc, parler d'agricultrices, décrire des profils d'agricultrices, comment elles sont investies sur l'exploitation, dans l'agroécologie, permet aussi finalement de montrer les exemples. Et puis, on essaye d'appliquer effectivement cette égalité homme-femme dans l'ensemble de la filière. Et on a notamment auprès de nos fournisseurs des critères très, très stricts, je dirais, dans l'évaluation de nos fournisseurs, justement, via un audit Supplier Workplace Accountability qui prend en compte justement cette question de mixité. Donc, c'est tout au long de la chaîne, finalement, jusqu'aux agricultrices qu'on essaie de promouvoir cette mixité aujourd'hui qui est indispensable. Et là où je rejoins Sophie, c'est dans la revalorisation aussi du métier. Nous, on voit bien avec, je dirais, l'agroécologie qui se met en place. On parlait de séquestration du carbone et d'autres voies de l'agroécologie. Je pense que les femmes aussi sont comme les hommes d'ailleurs, mais elles sont beaucoup investies dans ces sujets je dirais, d'agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc, je pense qu'aussi, il y a une revalorisation, je pense aussi, du métier d'agricultrice qui va pouvoir nous aider dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Et il y avait un point que tu soulevais que je trouve extrêmement important, c'est la notion de rôle modèle et la notion de représentativité. Le fait que, effectivement, lorsqu'on voit quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, qui représente un métier et qu'on a la possibilité de s'identifier en tant que personne sur ce métier, ça nous permet forcément d'avoir plus de possibilités et plus d'ouverture d'esprit à l'envisager comme une option, tout simplement. Et c'est vrai que la communication, la visibilisation des femmes agricultrices, elle est extrêmement importante pour favoriser l'entrée des femmes dans ce secteur d'activité. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'agtech, c'est pas encore ça, hein, que c'est pas épargné, que le nombre de femmes CEO, il est quand même faible. Et du coup, je voulais vous interroger toutes les trois sur quelles sont les raisons, selon vous, qui font qu'aujourd'hui, on a encore moins de CEO dans l'agtech qu'ailleurs. Femmes. Vous pouvez prendre la parole. Vous, je peux peut-être me lancer, mais voilà, je ne suis pas sociologue ni experte de ces sujets-là. Donc, c'est vrai que, par contre, ce que j'ai regardé pour essayer d'apporter des éléments un peu tangibles, c'est comment, parce que finalement, les CEO de l'agtech ou les gens qui vont dans l'agtech sont parfois issus d'enseignement supérieur agricole. Enfin, en tout cas, c'est possible. Et en fait, il se trouve que tous les ans, l'enseignement supérieur agricole fait une enquête d'insertion professionnelle pour les jeunes diplômés. Donc, je trouvais ça intéressant de regarder finalement les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur agricole, où vont-ils et où vont les femmes. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans l'enseignement supérieur agricole, c'est plus de 60% de femmes. Donc, c'est quand même, a priori, on devrait avoir un vivier de femmes CEO dans l'agtech assez impressionnant. En réalité, ce qu'on voit au final, c'est qu'après 2-3 ans ou 1-2 ans de vie professionnelle, on a, alors il n'y a pas CEO de l'agtech hein, dans la catégorie, mais par contre, il y a tout ce qui est direction-gérance. Et les postes de direction-gérance, c'est 2,6% des hommes et 0,9% des femmes, ce qui, alors c'est faible, c'est normal, hein, il n'y a pas beaucoup de place, donc finalement, voilà, mais par contre, la différence est significative entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup plus d'hommes qui s'engagent dans ces postes-là. Et donc, la question que je me suis posée, c'est finalement, mais où vont les femmes si elles ne vont pas là? Et les femmes vont finalement bien plus dans d'autres postes qui sont des postes de conseil et d'animation et de R&D. Et donc là, sont surreprésentées dans ces postes-là. Donc, c'est aussi finalement, il y a la question, il y a certainement des choses qui bloquent. C'est des choses qu'on peut lire chez des experts sociologues qui vont parler peut-être de freins
par exemple mentaux ou d'assurance finalement, de freins aussi, comment dire, liés à l'acceptation de femmes dans des mondes qui sont parfois peut-être plus masculins, des rôles qui sont ou des fonctions qui sont vues comme masculines. Mais il y a aussi certainement de l'attraction pour d'autres postes, en fait, pour d'autres fonctions qu'il ne faut pas non plus négliger. Mais encore une fois, je ne suis pas experte du sujet, mais je voulais du coup apporter des éléments factuels à cette question. Et c'est super. Merci d'avoir fait des recherches et d'avoir pu nous donner quelques chiffres. C'est toujours extrêmement intéressant. Sophie, Delphine, est-ce que vous avez des points à rajouter sur… Non, je pense que effectivement, on mixe, je dirais, 3 domaines, hein, l'agriculture, la technologie, l'entrepreneuriat. Donc, ça peut expliquer aussi finalement voilà, le peu de CEO dans ce domaine-là. Je pense qu'après, tout ce qui est développement de réseaux professionnels, de mise en relation, on a beaucoup parlé de plateformes de mise en relation, mais je pense que c'est aussi très important justement de créer ces plateformes pour mettre en relation ces CEO de l'agritech féminine et je dirais la mise en avant de rôle modèle. Je pense que ça fait partie des quelques solutions que l'on peut mettre en avant, on peut développer pour justement susciter les vocations et puis permettre à de jeunes femmes d'oser et de se lancer dans les agritech. Merci beaucoup. Sophie? Non, effectivement, je n'ajouterai pas de données particulières sur le secteur de l'agritech, hein. Pour moi, c'est aussi des raisons communes au fait qu'on a moins de femmes à ces postes de CEO pour des raisons d'accès au financement, d'autocensure, de rôle modèle. Enfin, voilà, effectivement, tout ce qu'on a pu se dire. Et on constate la même chose, hein, moi, je vois dans l'écosystème dans lequel on peut être Mimosa au sein de la ferme digitale. Finalement, les femmes CEO se comptent sur les doigts d'une main, je pense. Et justement, est-ce que vous avez échangé avec elles sur leur sentiment de légitimité, leur leadership, ou ça n'a pas encore été des sujets qui ont été évoqués? Alors moi, c'est pas effectivement un sujet évoqué. Euh, Peut-être moins en fait, sur la partie CEO et AgTech. En préparant la conférence, je découvrais un fait un élément que je n'avais pas en tête. Mais par exemple, sur la partie plutôt rôle modèle sur les agricultrices, Oui. j'ai découvert que le mot agricultrice était apparu dans le dictionnaire qu'en 1961. Donc déjà, en fait, on peut se dire que quand on parle d'agriculture, on parle souvent d'agriculteurs. Et finalement, avant même voilà, pour avoir aussi plus de personnes qui vont vers ces métiers-là, au-delà de la tech, mais juste les métiers de l'agriculture, encore faut-il désigner, avoir le mot et penser à ça. Et par contre, il y a des signaux quand même que je trouve intéressants pour compléter ce que disait Delphine sur les rôles modèles. Aujourd'hui, je trouve que c'est quand même pas neutre d'avoir, par exemple, la présidente du plus gros syndicat agricole français, qui est une femme, hein, Christiane Lambert, à la tête de la FNSEA. Voilà, c'est pas négligeable et c'est quand même peut-être des signaux qui montrent qu'il y a quand même des choses qui bougent. Oui, je suis totalement d'accord. Et lorsque les ministres de l'Agriculture sont des femmes également. Delphine, tu parlais de rôle modèle, mais il y a une question que je voulais également te poser sur les CEO femmes dans l'agritech et le rôle qu'ont à jouer les grandes entreprises de l'agroalimentaire dans cette féminisation du secteur. Je sais que vous travaillez beaucoup avec des startups. Vous avez aussi fait un challenge en 2017. Il y a 3 lauréates qui ont été vraiment intégrées et avec lesquelles vous avez continué à travailler. Et du coup, quel est ton avis justement sur le rôle que vous avez à jouer, les grandes entreprises, les grands corpos, dans cette féminisation du secteur AgTech? Alors effectivement, on a lancé, en 2016 ou 2017, le premier Agri Challenge. On n'avait pas beaucoup de femmes et les gagnants ont été 3 hommes, oui, 3 startups gérées et lancées par des hommes. Donc là, effectivement, on repart dans un appel à projet à startups. Donc on espère justement avoir beaucoup de femmes, notamment par l'intermédiaire de partenariats avec Willa. Donc je pense que je dirais l'aval des filières peuvent donner justement ce coup de pouce, cette impulsion
à intégrer et à vouloir intégrer des startups de l'agritech notamment, qui sont gérées par des femmes. Je pense que ça peut aussi jouer un rôle catalyseur justement pour donner envie et puis peut-être dire à des femmes qui aujourd'hui se posent la question de se lancer dans des startups agricoles, ben oui, je peux me lancer parce que j'aurai finalement une entreprise agroalimentaire, une entreprise de restauration qui, par l'intermédiaire de l'ensemble des filières, va me donner un terrain de jeu, un terrain pour expérimenter mon innovation dans la durée, en toute sécurité. Parce qu'on on a encore des partenariats avec les startups qu'on a accompagnés en 2017. Donc, voilà, c'est important aussi d'accompagner dans la durée. Et plus il y aura de femmes dans cet appel à projet, et je dirais, mieux ce sera. Et voilà, j'espère qu'on aura beaucoup de candidatures. J'espère aussi. On en a déjà beaucoup et on espère qu'on va en avoir encore plus. Je vous remercie vraiment pour toutes vos réponses à nos questions. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. J'ai une dernière petite question à vous poser. Justement, est-ce que vous recensez une augmentation du nombre de candidates au métier d'agricultrice dans vos entourages professionnels, puisque justement, vous êtes imprégné dans ce secteur-là. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous voyez, Sophie, justement, au sein de la ferme digitale, Mimosa? Ouais, c'est sûr. Alors, je lise quand même le mot parce qu'on en a parlé sans donner le chiffre, mais on reste quand même sur un agriculteur sur 2 qui part à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années. Et en gros, 1 sur 3 est remplacé. Donc, même s'il y a effectivement, j'en pense, de plus en plus de femmes, on reste quand même sur des grosses problématiques de renouvellement des générations. Et effectivement, par contre, parmi les gens qui aujourd'hui s'installent en agriculture, on a de plus en plus de ce qu'on appelle les hors cadres familiaux, donc des gens qui viennent pas du monde de l'agriculture et dans lesquels on va retrouver par exemple des personnes qui sont en reconversion, qui ont eu des boulots de CSP+, urbains et qui sont néo-ruraux, néo-paysans. Et on va retrouver effectivement de plus en plus de femmes. Et c'est intéressant parce que nous, on le voit rien qu'à travers les parcours. Je parlais des 1000 collaborateurs aujourd'hui des différentes startups de la ferme digitale. On voit que dans leur parcours professionnel et dans leur carrière, on a effectivement ces reconversions qui se mettent à l'œuvre. Et nombreuses sont des femmes qui prennent cette voie-là. C'est plutôt positif. Donc, on finit quand même sur une touche positive et on peut le voir aussi dans l'agritech, mais comme dans tous les secteurs, parce qu'on n'a pas envie de vous laisser la veille d'un jour férié, avec une note négative. Effectivement, dans tous les secteurs et justement dans le secteur de l'agriculture et de l'agtech, ça évolue. Les femmes interviennent de plus en plus. On veut juste, chez Willa, chez McDonald's, chez Mimosa, Agro, Paritech, qu'elles soient plus nombreuses. Et c'est aussi pour ça qu'on est là et c'est aussi pour ça qu'on était là ce soir. Est-ce que je peux vous laisser un dernier petit mot de clôture sur ce webinaire afin de dire au revoir à nos participants et aux personnes qui nous écoutent? Sophie, tu veux prendre la parole pour commencer? Alors, on sait jamais trop laquelle. Non, Oui. Merci beaucoup de nous avoir invités en tout cas et d'avoir proposé à Mimosa d'intervenir. Et oui, je rejoins totalement ce qui s'est dit. Et je pense que la féminisation du secteur agricole est une opportunité énorme. Et voilà, on se fera un plaisir chez Mimosa de continuer à accompagner en tout cas et à conseiller l'ensemble des agricultrices ou des CEO qui ont un projet de financement et qui viendraient demander du soutien à Mimosa pour le financer et pour ce coup de pouce. Voilà. Merci beaucoup. Sophie Carton, du coup. Oui, merci aussi pour l'invitation. Oui, en mot de conclusion, je dirais que oui, en effet, c'est normal. Il y a plein de femmes qui ont des idées et des femmes qui ont des idées dans le domaine de l'agtech et qu'ici, autour de la table, et puis on a un certain nombre de structures qui sont intéressées par ces idées-là et à même d'accompagner ces femmes pour faire émerger leurs idées et les développer. Donc, voilà, comment dire, je suis positive pour la suite.
Merci pour cette touche, pardon, c'est la fin de journée, cette touche de positivisme. Delphine? Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour ces échanges. Je pense que ça participe aussi finalement on parlait de rôle modèle, on parlait de prise de conscience, donc ça aide aussi ce type d'exercice et d'échange à donner aussi envie aux femmes de se lancer. Donc, écoutez, moi, j'espère qu'on aura de plus en plus de jeunes agricultrices dans notre programme Jeunes agriculteurs et agricultrices, et qu'on aura de plus en plus de jeunes entrepreneurs, femmes, dans les agritech et pour notre appel à projet. Donc, une note positive également. Une note et pas une mouche, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais du coup, effectivement, moi, je permets de clôturer ce webinaire pour un petit rappel. On est toujours en appel à candidature pour le programme Women in Agritech qui permet à des startups qui sont fondées ou cofondées par des femmes. Donc, messieurs, si vous êtes cofondateurs et qu'il y a une femme dans votre équipe, vous êtes les bienvenus, qui permet d'être accompagné pendant 6 mois par Willa, McDonald's et d'autres partenaires et qui vous permettra de développer votre projet et d'être accompagné sur le suivi de votre startup. Vous avez jusqu'au 28 novembre pour candidater. On fait un webinaire de présentation du programme totalement dédié au programme le 18 novembre. Vous pouvez vous y inscrire en allant sur notre site internet Hello Willa. Voilà pour la petite page de pub. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur ce webinaire. On espère que vous avez passé un très bon moment et on vous souhaite une excellente fin de journée et bien entendu un très bon jour férié demain. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.